Si on continue un petit peu sur comment approcher Wikipédia en classe avec des élèves, on va s'occuper d'une de leurs préoccupations principales, qui est la question de la qualité des articles. Comment est-ce qu'on va essayer de voir avec eux comment analyser la qualité d'un article? On va pouvoir aller voir l'historique des articles. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de page sur Wikipédia. Est-ce que vous avez déjà cliqué sur l'onglet « Voir l'historique » que vous avez en haut à droite, afficher l'historique en haut à droite? Oui, déjà. Et on atterrit sur ce genre de page-là, parfois en beaucoup plus long. On va avoir l'intégralité des contributions qui ont été faites sur un article. Elles sont toutes... À chaque fois, l'article est enregistré en entier. À chaque fois qu'on change quelque chose, ne serait-ce qu'une virgule, chaque fois qu'on sauvegarde, on va avoir une sauvegarde de l'article à un instant T, où on a la date, l'heure, le nom du compte qui a effectué la modification, la taille de l'article à ce moment-là, ce qui a été rajouté ou enlevé. Donc on a plus 665 octets, plus 343, plus 44. Et puis en général un résumé de la modification qui est écrit par le contributeur. Et donc ça permet d'une part de pouvoir comparer des versions, quand on peut comparer entre celle-ci et celle-ci, 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 ou alors directement de celle-ci à celle-ci par exemple. Donc on va voir exactement, on pourra aller voir tout à l'heure, ce qui est rajouté ou enlevé dans un article. Chaque personne est responsable de sa contribution. C'est-à-dire que si par exemple là, cette contribution-là, on a une énorme erreur ou carrément une diffamation qui est faite, le jour où quelqu'un porte plainte, on dit bah, c'est pas compliqué, c'est la version du 17 novembre 2012 à 0h21, etc. Et chaque personne est responsable de ses contributions. Il n'y a pas d'impunité. On dit souvent que sur Internet, on est dans l'impunité complète sur ce qu'on dit. C'est en fait faux. C'est complètement faux. Et notamment sur Wikipédia, c'est totalement faux. Oui, le fait de pouvoir écrire, mais ça on va le voir concrètement tout à l'heure, c'est le fait que chacun peut écrire sur les autres. Mais ça on le voit bien là, c'est-à-dire qu'on est dans une contribution qui se fait par petites touches successives. Et chaque version étant enregistrée, il n'est jamais, ça ne pose pas de problème de contribuer, même si quelqu'un fait une bêtise, on peut toujours revenir à la version précédente. Si par exemple je me trompe et que j'efface tout l'article, c'est pas grave parce que je peux revenir à la version précédente. Si ma contribution est maladroite, soit on peut revenir à la version d'avant, soit on va reprendre ce que j'ai écrit, le corriger et ça va faire une nouvelle version de l'article qui va être améliorée. Donc on peut se permettre d'être ouvert à tous quand on a cette sécurité de pouvoir conserver l'intégralité de ce qui a été fait avant. Donc pour évaluer la qualité d'un article, on peut suivre la construction. On va voir tout à l'heure. Si on voit par exemple que la dernière modification a enlevé la moitié de l'article, on peut se douter qu'il y a un problème. On peut aller voir la version d'avant. On peut se rendre compte, par l'historique de l'article, qu'il y a ce qu'on appelle une guerre d'édition, c'est-à-dire que l'article bouge de façon assez rapide avec des versions contradictoires. Je ne sais pas, par exemple, tel homme politique a détourné des fonds ou pas, c'est jugé, c'est pas jugé, machin est coupable, machin est innocent, enfin, ou sur la manière de présenter une information. Pour vous donner un exemple qui avait été assez marquant, au moment de l'affaire DSK, il y a eu toute une bagarre sur l'endroit où on devait évoquer cette affaire dans la biographie de Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que ça apparaissait dès l'introduction, parce que c'était devenu quelque chose de tellement important qu'il fallait en parler dès l'introduction de l'article? Est-ce que ça arrivait dans la vie privée ou est-ce que ça arrivait dans la biographie politique, dans la partie politique de DSK? Sachant que c'était une affaire privée qui a eu une incidence majeure sur sa vie politique. Et donc les versions successives de l'article montraient des points de vue complètement différents et des bagarres en fait différentes. Donc un historique d'article, il donne une très très bonne image de la vie de l'article et donc de sa stabilité ou pas. Deuxième indicateur vraiment important, c'est la page de discussion. Donc on a vu tout à l'heure, pour afficher l'historique, on va la voir à droite des articles. La discussion, on l'a à gauche. La page de discussion, elle est associée, à chaque article est associée une page de discussion sur laquelle les contributeurs vont éventuellement discuter de l'élaboration de l'article, de la rédaction de l'article.
Parfois, il n'y a rien à discuter parce qu'on est un peu tout seul sur son sujet, que il n'y a pas de problème, les gens contribuent les uns après les autres, voilà. Et puis parfois, on a besoin de discuter. Si je reprends mon exemple de DSK, au début, les gens se sont battus à coups de version sur l'article, puis à un moment, on dit bon, maintenant on arrête et on discute. Et là, on va argumenter pour savoir pourquoi on devrait le mettre à tel ou tel endroit, pourquoi on va enlever tel passage, pourquoi on va rajouter tel passage, etc. Donc les pages de discussion, notamment sur des sujets importants, sont souvent très intéressantes. Elles peuvent aussi servir à poser des questions. Je ne sais pas comment contribuer ou je n'ai pas les moyens de contribuer, je n'ai pas la documentation, je n'ai pas quoi que ce soit, mais je me rends compte qu'il y a un gros déséquilibre dans l'article. On peut le signaler en page de discussion. Les contributeurs qui suivent ce sujet vont pouvoir venir répondre ou améliorer. Ou, voilà. Si je décide qu'un article est très mauvais et que je veux le reprendre intégralement, par respect pour les contributeurs qui ont contribué précédemment, je vais l'annoncer d'abord sur la page de discussion. En disant voilà, je suis en train de reprendre l'article, je pense que je vais l'organiser selon tel plan, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Donc on va se coordonner sur les pages de discussion. Troisième outil de qualité, d'indicateur de qualité, tout ce qui est bandeau. Bandeau ou label sur les articles. Vous avez probablement déjà vu ce type de bandeau-là. Cet article est une ébauche concernant la philosophie, cet article provoque une controverse de neutralité, cet article manque de sources, cet article est trop promotionnel, etc. Ces bandeaux-là, c'est des petits signalements que n'importe qui peut mettre dans les articles et ça signale aux lecteurs et aux contributeurs qu'il y a du travail à faire dessus. Si par exemple je lis un article, je me rends compte qu'il n'y a pas de source. Donc je ne sais pas moi quel crédit accorder à ce qui est écrit, puisque de toute façon je ne sais même pas sur quels travaux ça s'appuie. Je n'ai pas forcément les compétences pour améliorer cet article. Ça peut être un sujet sur lequel je n'ai pas de compétences. Je vais par contre signaler par ce bandeau référence nécessaire ou cet article manque de source qu'il y a un problème sur cet article. Tous les articles qui possèdent ce bandeau sont listés sur des pages et les contributeurs qui veulent travailler, faire ce qu'on appelle de la maintenance, peuvent aller regarder, par exemple, si moi je suis principalement historienne, ça peut m'arriver d'aller voir les articles qui manquent de sources en histoire pour voir si je n'ai pas dans ma bibliographie, dans ma bibliothèque personnelle, de quoi améliorer ces articles-là. Ça fait partie des pistes. Et puis ça signale aux autres lecteurs que peut-être le contenu est à prendre avec des pincettes. Donc c'est assez important. Tous ces bandeaux-là servent à la fois aux lecteurs et aux contributeurs. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi voyants et c'est pour ça qu'on les assume totalement. Dans un autre type de projet éditorial, on se garderait de mettre cet article comporte de nombreuses fautes d'orthographe, par exemple. On éviterait de le signaler. Là, pour Wikipédia, on l'assume intégralement parce qu'on sait que c'est aussi comme ça qu'on va inciter des gens à contribuer et on ne va pas faire croire que c'est bon si c'est pas bon. Donc c'est important de le signaler. Quatrième outil d'indicateur de qualité. Alors, dans l'autre sens, c'est les contenus qui sont qualitatifs. Si vous avez déjà vu des articles qui ont une petite étoile dorée ou argentée en haut à droite, qui sont en général les articles qui figurent sur la page d'accueil de Wikipédia, ce sont des articles qui, au contraire, sont distingués pour leur bonne qualité. C'est-à-dire que quand on contribue, on peut amener les articles à avoir un niveau vraiment, vraiment bon. Et la communauté des contributeurs s'est dotée de deux labels, un label bon article et un label article de qualité, qui sont faits pour mettre en avant et pour distinguer des articles particulièrement réussis. Et en fait, ces articles-là, quand on veut les proposer pour ce type de label, ils vont être revus, relus, corrigés, améliorés, évalués, etc. par des contributeurs pendant une quinzaine de jours. Ils sont vraiment mis sur le grill et puis on les améliore, on les note, etc. Et si une majorité des contributeurs qui se sont prononcés pensent que ce sont des articles de qualité qui sont exhaustifs sur un sujet, qui sont bien écrits, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est bien illustré, le plan est clair, enfin bon, à ce moment-là, ils vont pouvoir être labellisés. Ils sont labellisés sur la version du jour, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à évoluer derrière et ils sont labellisés sur la version qui a été évaluée. En général, c'est rare que ça baisse après, mais ça peut continuer à s'améliorer. Donc tous ces labels-là, ces bandeaux, ces pages de discussion, ces historiques, si vous prenez un article avec des élèves, ou si des élèves viennent vous dire « est-ce que je peux utiliser cette ressource ?»
Ça vous donne des indicateurs à vous pour les aider à évaluer la qualité. Donc là, on est sur des choses qui sont un petit peu extérieures à l'article. Dans l'article en lui-même, on va avoir la qualité de la bibliographie et la qualité des sources qui vont intervenir. Donc ça, c'est assez classique comme manière d'évaluer un article. Un article qui n'a pas du tout de source ou qui a une vague bibliographie qui n'est jamais reliée à quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que ça va être faux, ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, ce n'est pas vérifiable. Et sur Wikipédia, ce qui est important, c'est d'avoir des sources vérifiables. Et vérifiable est différent de vrai. C'est-à-dire que c'est aussi un concept qui ne fera que grandir les élèves si on leur apprend à faire la différence entre telle chose est vérifiable et telle chose est vraie, telle chose est attestée et telle chose est vraie. Sur Wikipédia, on va synthétiser la connaissance existante, y compris avec ses erreurs. Pour donner un exemple, à l'époque de Galilée, le Wikipédia de l'époque, s'il y avait eu un Wikipédia, aurait probablement dit que la Terre était plate. Avec peut-être un paragraphe à la fin disant qu'un savant estimait qu'elle était ronde, mais enfin jusqu'à présent il est un peu le seul à le penser, donc c'est pas considéré comme étant crédible, on va dire. Donc c'est différent d'avoir... Et toutes les sources de l'époque auraient dit que la Terre était... J'exagère parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça pour Galilée, mais pour donner un exemple qu'on comprendra tous, quoi. On dirait, voilà, la majorité des sources disent que la Terre est plate, et on a un Gugus qui nous dit que en fait ce serait peut-être rond, etc. Mais nos sources disent que c'est plat. Et le Wikipédia de l'époque aurait eu raison. Et probablement dans le Wikipédia actuel, il y a tout un tas de données qui pour l'instant nous paraissent totalement vraies et qui peut-être dans 50 ans seront infirmées totalement par plein de découvertes scientifiques. Mais ce n'est pas le rôle de Wikipédia d'accueillir sans source et sans référence et sans notoriété les théories nouvelles. Par exemple, Pluton, qui n'est plus considéré comme une planète aujourd'hui, tant que Pluton a été considéré comme une planète, Pluton était une planète sur Wikipédia. Quand le consensus scientifique vers 2008-2009 a estimé que Pluton n'était plus une planète, Pluton a arrêté d'être une planète sur Wikipédia. On va voilà, se caler comme ça, même si dans le grand public on continue à penser que Pluton est une planète, et même si chez les scientifiques, enfin chez les astrophysiciens, ça faisait bien longtemps qu'ils estimaient que Pluton n'était probablement pas une planète. On attend d'avoir une stabilité scientifique sur un sujet pour le faire passer.